monsieur. Là, on peut dire n'importe quoi parce que on peut s'embrasser. Ça va? Pour bien terminer l'année cinéma, Fabrice Duels reçoit 2 poids lourds du cinéma belge. François Lambrouille ou François Damiens, entre les deux, le comédien ne choisit pas. Aujourd'hui, après La Famille Bélier, il est à l'affiche de Les Cowboys, un premier rôle dramatique en phase avec l'actualité. À ses côtés, Patrick Kinney, producteur. Discret, peu connu du public, il est pourtant un acteur de premier plan dans notre cinéma. Le tax shelter qui a redéfini toute la production dans notre pays et les Magritte du cinéma. 2 initiatives où il joue un rôle central. Regard croisé sur 2 carrières en pleine évolution. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. I was dancing with my doll to the Tennessee walls when an old friend I happened to see. Alain Alain, tu sais où elle est, Kelly? Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui ça? Bah, c'est son copain. C'était dans la chambre de ma fille, je te dis, c'est ton fils qui les lui a donné. Ça vient de qui? Ça veut dire quoi? Attends, ta gueule, Bien sûr que je vais la chercher, c'est une gamine. Tu feras quoi si tu la retrouves et qu'elle veut pas revenir? Tu la kidnappes? Parce que c'est moi le kidnappeur maintenant. T'inquiète pas, je vais la retrouver, ta sœur. Rappelons un peu l'histoire des cowboys. Tu peux nous raconter C'est un père qui cherche sa fille, qui est parti faire le djihad. Et c'est tourné dans l'angle de vue du réalisateur. Enfin, le réalisateur voulait montrer Thomas Billien. Et c'était pas un film sur ceux qui partent, c'était plutôt un film sur ceux qui restent, quoi. Et montrer, voilà, que fait un père quand sa fille part comme ça. Et puis on se rend compte très vite, et moi j'ai pas eu énormément de mal à comprendre pourquoi. S'il part, il veut la retrouver, et donc il perd tout sur son passage. Il perd sa femme, son boulot, son argent, ses amis, il fait tout. Tu vois, ta sœur, elle est très intelligente, alors elle croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ça marche pas comme ça. T'accompagnes ton père partout. Il a raison de continuer à la chercher. C'est toi le Français qui cherche sa fille? J'ai entendu parler de gens à Sedan, des passeurs. C'est elle. C'est Kelly. Et c'est un film aussi sur la transmission, sur la filiation qui est Ouais, vraiment... et puis je trouve que ça raconte aussi l'histoire d'un père qui cherche sa fille, mais aussi d'un fils qui devient son qui père. cherche son père aussi, quoi. C'est sublime, c'est superbe. Et je trouve ça très juste, dans le sens où c'est tourné dans les années 90. Et je pense que le rôle du père, il a évolué depuis, ça fait 25 ans. Et à cette époque-là, le rôle d'Alain Balland dans le film, il était un peu chez un berger. Il était là pour subvenir aux besoins de la famille, pour la protéger, pour la nourrir. Et finalement, quand sa fille part, c'est lui qui part la chercher. Et la mère, qui était plus en connexion avec ses enfants, elle reste à la maison, quoi. T'as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Et ça t'a servi à quoi? Il y a du nouveau, faut y aller. Tu viens, gars? Non. Je te dis pas d'arrêter de chercher. Je te dis que tu pourrais faire une pause. Mais je vais rentrer chez moi avec ma fille, espèce de connard! Moi, ce qui m'intéressait dans le film, c'est justement de partir de ce personnage qui était rustre, bourru, fermé, carré, et de l'humaniser pour qu'on ait envie de le prendre dans les bras à la fin et se rendre compte qu'il a un cœur grand comme une maison. It's always good to meet somebody who knows what they're looking for. C'est pas la première fois qu'on te voit dans un rôle aussi dramatique, parce qu'il y a eu des films qui étaient plus confidentiels, et moi j'espère, je pense que Les Cowboys va rencontrer un large public, mais je pense que ça va être une date, ça peut être une date, parce que c'est la première fois qu'on va te voir comme ça, aussi puissant et aussi dramatique, dans une quête éperdue d'un père. Comment tu fais entre ces deux pôles? Est-ce que c'est la même chose? Tu travailles avec la même liberté, avec la même facilité? Il y avait Suzanne aussi. Suzanne, qui est assez proche, ouais. Ben, je crois que c'est ce qu'on demande à un grand acteur. Non, mais c'est très sérieux. Non, mais c'est très sérieux, mes questions, parce que... Ouais, je sais bien, mais moi, j'ai pas fait d'école de cinéma ni de comédie. Oui, mais t'as une manière de travailler. Ben, j'essaie d'être T'es libre. authentique. Est-ce que t'es libre sur un J'essaie plateau? en fait, de ne pas jouer quand je joue, quoi. De penser ce que je dis et en faire le minimum possible. Et donc, j'ai besoin de beaucoup parler avec le réalisateur avant, comprendre comment ce personnage est, comment... Si quand il se lève le matin, il se lève et puis 5 minutes après, il est parti, ou bien si... Tous ces petits trucs de savoir
comment la personne fonctionne, quoi. Et puis une fois que j'ai bien compris comment elle fonctionne, j'y pense plus et je me mets dans le rôle du personnage. Mais comme j'ai aucune technique, puisqu'on ne m'a pas appris, je ne peux pas tricher. Donc il y a des fois, des journées où je bloque, où je ne sais pas le faire. Je ne comprends pas. Voilà, et si le réalisateur ne me met pas en confiance, ben, en fait, ça m'est déjà arrivé un jour sur un film de Benoît Mariage, Cowboy. Je devais simplement rentrer, il y avait Monopolvo qui était dans une chambre, il devait tirer avec un revolver dans la chambre, il répétait un truc. Je devais ouvrir et juste faire. Être étonné. Impossible à faire. On l'a fait 30 fois, ça ne marchait pas. Mais si tu as un peu de technique, tu sais comment t'en sortir dans ce genre de truc. Moi, je ne savais pas. Vous avez déjà fait du journalisme de terrain? Oh, moi j'ai l'habitude de travailler dans des situations extrêmes. Toi, Patrick, tu es un personnage de l'ombre. Tu œuvres pour le cinéma et pour le cinéma belge depuis plusieurs décennies maintenant. Tu es de la génération des Rémi Belvaux, des Bruno Bonzel, des Vincent Tavier, de C'est arrivé près de chez vous. Tu as travaillé, tu as fait les premiers films de Frédéric Fontaine, de Philippe Blasband. Tu as accompagné Lucas Belvaux, tu as accompagné, aujourd'hui tu accompagnes Belfroy. Comment tu vois en fait toute cette évolution ? Sans faire tout l'historique, mais je pense qu'il y a une génération dans laquelle je me suis retrouvé par hasard, qui était celle justement des Rémi Belvaux et autres, qui était une nouvelle génération avec une autre approche, une autre envie de cinéma. Donc on parle du début des années 90. Il n'y avait pas vraiment de boîte de prod. Et je me suis dit, allons-y. Tu as créé Artemis. J'ai créé Artemis. Et à partir de là, j'ai joué mon rôle de soutien au réalisateur, dans l'ombre, en effet. Tu t'as accompagné énormément. Tu as accompagné quand même beaucoup de gens. La liste est longue. J'ai accompagné pas mal de réalisateurs, oui. J'ai fait des coproductions. Ouais. Puis c'était surtout pour essayer de développer des films belges avec des réalisateurs belges. Et donc très très vite, moi je me suis intéressé à essayer de faire en sorte que notre cinéma puisse se développer grâce à des moyens financiers. Il m'est strictement interdit par le règlement de côtoyer. On n'a qu'à pas danser ensemble. Je savais pas que c'était un gardien. Mais t'as dansé avec lui? Je savais pas. Putain, ma femme danse avec les gardiens, tu peux croire ça? Comment elle peut nous faire ça? Comment elle peut nous faire ça? Dominique, attends. Ouais, elle a toujours dansé, non? Oui, elle a toujours dansé, mais pas avec un gardien. Il y a un film donc qui vous lie, c'est Tango libre de Frédéric Fontaine. J'aimerais qu'on parle, bien sûr, de ton rapport au cinéaste, et notamment à Frédéric Fontaine, qui est vraiment le réalisateur que tu connais le mieux, que tu as accompagné, que tu continues à accompagner et que tu as accompagné sur 20 ans. Le tout, c'est de savoir trouver sa juste place. C'est-à-dire qu'en tant que producteur, en effet, comme tu disais, on est dans l'ombre. Et donc, il faut être au service du cinéaste. Ça, c'est le grand principe, je pense, pour un producteur. C'est que il ne faut pas essayer de forcer les choses pour essayer de ramener le cinéaste dans une vision qu'on aurait du cinéma ou du film en particulier, mais au contraire, de l'aider à aller au bout de ses ambitions. Donc ça, c'est le travail qui est à faire. Mais pour que ça puisse se faire, au-delà du sujet, du film qu'on a envie de faire ensemble, il y a la relation de confiance qui doit exister, évidemment. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les cinéastes avec lesquels je travaille sont des amis aussi. Parce qu'il y a une confiance, on leur veut que du bien. Donc même quand on les critique, c'est pour les faire grandir, c'est pour aller plus loin, c'est pour qu'ils aient au bout justement de ce que parfois ils ne savent même pas préciser de manière exacte là où ils veulent aller, mais c'est à nous de les amener, voilà, de les faire un accouchement. Et puis c'était le cas avec Fred, c'est-à-dire que par exemple sur une liaison pornographique, c'était pas évident pour Fred même de savoir s'il y avait un film derrière. C'était une liaison pornographique. C'est ça, oui. Une liaison simplement, spécifiquement pornographique. C'est un film qui était à Venise. Nathalie Baye a eu le prix d'interprétation à Venise, à la Mostra. C'est un film qui a rencontré un large public. Un large public et puis qui s'est vendu dans tous les pays du monde. Voilà. C'est ça qui est exceptionnel avec ce film. Et d'après un scénario de Philippe Blasband. D'après un scénario de Philippe Blasband, ouais. Deux versions. Si tu roules en BM aujourd'hui, c'est peut-être... Ouais, c'est ça. Un petit peu à cause de ça. Tout ça se passe avant le Tax Shelter. Oui. Avant le Tax Shelter, il y a 3, 4, 5 films par an qui se tournent en Belgique. T'arrives, donc toi, toute une génération arrive, une nouvelle génération, Jaco, Rémi Belvaux, Frédéric Fontaine, Blasband, toi, etc. Vous arrivez tous à faire des films. Ces films
on remporte des succès, des récompenses, vont dans des grands festivals, et arrive la période du tax shelter. Il y a une conjoncture particulière. On a des années 90 où, en effet, on voit émerger de nouveaux cinéastes, parce qu'il ne faut pas les oublier, mais il y a aussi Alain Berliner, on a Farinelli de Corbiot, on a des maîtres de musique. Tout ça, c'est les années 90. Plus évidemment les films de Jacquot, Le 8e jour, etc. Et puis l'apogée, entre guillemets, même s'il y a tout le respect pour les autres cinéastes, il y a la Palme d'Or des Frères Dardenne en 99. Et là, il y a une conscience qui est prise par le politique au niveau fédéral, qui est de dire il y a moyen de construire quelque chose sur notre cinéma, sur cette culture cinématographique, avec tous les talents qui se sont déployés pendant 10 ans. Et il y a une bonne conjoncture. On se retrouve dans un, si vous vous souvenez, c'est la coalition Arc-en-Ciel. Il y a la gauche, il y a la droite, il y a les écolos, il y a tout le monde. Et la force, la force qui était de ce gouvernement-là et de Didier Reynders en particulier, ça a été de tout de suite, non pas partir en disant « oui, nous, les politiques, on sait ce qu'il faut faire », mais d'aller à la rencontre des professionnels. Et ensemble, il nous a réunis et il nous a dit « voilà, il y a un texte de loi, je ne crois pas que ça marche, faites en sorte que ça fonctionne, vous pouvez triturer dedans et on va essayer que les choses démarrent ». Et en 2004, ça a pris un peu de temps, ça a pris du temps, c'est parti. Et à partir de ce moment-là, la complexité était de convaincre les investisseurs qui nous regardaient parfois un peu comme des saltimbanques. C'était le milieu artistique, le cinéma. On n'est pas très sûr. Financer des films avec des producteurs qui sont plus des clowns qu'autre chose dans leur tête. Jusqu'à se rendre compte qu'en fait, les producteurs, c'est des chefs d'entreprise tout comme eux, que l'on gère des films qui peuvent coûter des millions d'euros. Et donc, de se dire, ah oui, c'est une vraie profession avec des gens structurés, avec un impact positif pour l'économie belge. Et à partir de là, ça n'a cessé de croître. On a levé jusqu'à 200 millions d'euros par an en tax shelter. Donc ça a ouvert véritablement le spectre. 200 millions d'euros par an. Le tax shelter, c'était une étape, et puis arrivent les Magritte. En fait, les Magritte, c'est une conscience après, c'est une conscience quoi, politique, ou alors c'est vraiment une conscience parce que tu es aussi un des maîtres d'œuvre des Magritte, donc que tu as présidé d'ailleurs l'année passée. Si aujourd'hui, pour la 5e année, nous avons la chance de fouler la Blue Carpet, c'est grâce à une poignée de personnes qui, sans eux on ne serait pas là, nous permettent de faire des films, réaliser notre rêve. Et ces gens, je voudrais les remercier. Alors je vais le lire. Je pense tout naturellement à l'équipe de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ex-communauté française, associée à celle de la région de Bruxelles-Capitale, elle-même rejointe par la ville de Bruxelles sous le haut patronat de la chancellerie du Premier ministre Charles Michel, en consultation avec le SFP, les Affaires étrangères, l'UPPF et la COCOF. Et bien souvent, la communauté française également, rejointe par la loterie nationale, mais enfin, ça dépend d'une commission paritaire. C'est vraiment aléatoire. Notre cinéma, de manière assez extraordinaire, exceptionnelle, je crois véritablement par rapport au cinéma français, si on les compare, c'est qu'on a une capacité à l'export incroyable. Nos films sont vus partout dans le monde, font des tas de festivals, sont reconnus internationalement. Et il y a un déficit au niveau de notre propre public, côté francophone principalement, pas tellement du côté néerlandophone. Et donc l'idée des Magritte, c'était de travailler sur, entre autres choses, sur cette communication qu'on avait à faire, de la richesse et de la diversité qu'on a au niveau de notre cinéma, et de susciter un engouement et un intérêt du public pour aller voir nos films belges. Un appel au secours de sa vieille tante et Fiona abandonne le Grand Nord canadien pour le premier vol direction Paris. Sur place, rien ne se déroule comme prévu. Lost in Paris est le 4e long-métrage d'Abel et Gordon. Chouchou du Festival de Cannes, ils partagent un univers qui ne ressemble à rien de connu. Une approche surréaliste, basée sur le travail des corps avant celui des mots. Pourquoi ont-ils choisi la ville de Paris après Le Havre pour La Fée et comment conçoivent-ils ce nouveau film ? Donc c'est Fiona, bibliothécaire canadienne, vole au secours de sa tante qui habite Paris et qui a 88 ans. Et la tante ne veut pas aller dans une maison de retraite. Quand elle arrive à Paris, la tante a disparu. Et elle tombe sur un SDF qui lui pourrit la vie. Et voilà, c'est 3 personnes perdues dans Paris. Tourne! On a vécu pas mal d'années à Paris et on voulait remettre un petit peu ces années de découverte, d'émerveillement, d'initiation dans un film.
Parler du côté de la beauté de l'anticonformisme, ça nous plaît beaucoup, ça nous touche. C'est de voir les failles des êtres humains, c'est beau, c'est souvent c'est ce qui est le plus humain. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à décider d'avance ce qu'on va faire vraiment, parce qu'on laisse naître le film petit à petit en fonction des improvisations qu'on fait, en fonction des rencontres qu'on fait. Cette recherche de l'imperfection, c'est ça qui nous intéresse. Nous, quand on fait des scénarios, on essaie de garder au moins une petite part de liberté en disant ok, c'est pas tout à fait... tout n'est pas rempli, mais on veut laisser ces trous-là pour pouvoir pour que le burlesque s'y loge au cours du tournage et au cours des répétitions. Et c'est coupé, merci. Il y a beaucoup dans notre équipe d'artistes qui sont eux-mêmes réalisateurs ou autre chose. Oui. Et on les a choisis aussi parce qu'ils ont un œil, un amour pour cet espace de liberté, pour les couleurs, pour la poésie. Et c'est important. C'est important d'être encadré par des gens comme ça, par des regards comme ça quand on joue. Autrement, on ne pourrait pas être bon. Dans l'inconscient collectif, surtout les gens de ma génération, enfin maintenant aujourd'hui avec Internet, tout le monde sait, François Lambrouille est partout, les caméras cachées sont partout. Mais déjà à l'époque, moi je me souviens quand je te voyais dans les caméras cachées, on décelait un potentiel dramatique hallucinant. J'ai pas l'impression d'interpréter un personnage. J'ai l'impression de faire tout ce que j'aime pas qu'on me fasse en fait. On met la voie lactée, ici, la voie lactée. Avec, la voie lactée, mais je me casse. Regarde, on met la petite ours, la grande ours, l'étoile polaire. Là, ici, on peut très bien imaginer une petite nichée de petits chats. Et en plus, moi, je suis pas tatoueur là-bas, c'est ça qui est complètement... Non, moi, je m'occupe de l'entretien. Mais comme ils sont débordés, ils me disent « Ah, tiens, tu peux pas essayer de tatouer. » Je dis « Tintin, je ne suis pas tatoueur. »« Oh, que dis, c'est pas compliqué, c'est une étoile qu'elle veut. » Je dis une étoile, je dis Tintin, c'est un métier de tatoueur. Hein. En fait, Lambrouille, tu fais corps avec Lambrouille, complètement. Tu mets pas de distance avec ce personnage. Je comprends jamais, oui, c'est ça, quand on me dit le personnage de Lambrouille, je connais pas ce personnage, en fait. Je sais pas. Déjà, d'ailleurs, souvent, il y a pas de personnage, parce que je commence un sketch avec un accent, puis je le termine avec un autre, quoi. Puis je me déguise en femme et je parle comme un homme. Enfin, pour moi, ce qui est justement intéressant, c'est qu'il y en ait pas, quoi. Que ça soit n'importe quoi. J'aime bien jouer une femme avec une moustache. Mais c'est composé, ça, déjà, un peu. Tu défends souvent de dire, moi, je ne compose pas, je suis, ce que je comprends, mais tu composes tellement, en fait. T'es presque comme un acteur de théâtre enfin, tu t'habilles, tu te grimes, tu prends des accents, tu te mets des coiffures. Je pars de la personne qui est devant moi, en fait. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'était en fait de partir de la personne qui est devant moi. Mais donc, il y a un petit round d'observation dans un premier temps où tu te brûles pas, tu joues pas encore à droite ou à gauche, tu laisses parler, et puis en un coup, dès que tu vois une petit point d'accroche, tu rentres dedans, et puis là, tu... Ce qui est très frappant aussi dans tout ça... surtout pas écrire avant et puis se dire je vais faire ça n'a pas l'intérêt. C'est ton sens de l'improvisation, ça c'est assez fascinant. Mais déjà dans les caméras cachées, moi je voulais savoir si au cinéma tu improvises. Parce que je crois savoir, et c'est des choses qui se disent, que tu mémorises pas toujours ton texte, que tu as des problèmes avec ton texte. Pas le temps. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tu me dis, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Quand tu joues, par exemple, dans Dickeneck, Dickeneck qu'on a tous vu, que nos enfants continuent de voir, et ça va de génération en génération. Ils connaissent les répliques par cœur. Enfin, c'est quand même incroyable. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un texte, tu te tiens au texte? Mais là, en l'occurrence, j'avais un petit rôle dans Dickeneck au début. Et puis, on a réécrit mes passages avec Olivier Van Hofstadt. Et puis, je faisais des impros, et puis il les notait. Et puis, à un moment, j'avais tous les placards comme ça dans le texte, donc le rôle a pris de l'ampleur. Et quand je suis arrivé sur le tournage le premier jour dans la boîte de jour, j'étais devant Nathalie Huffner et je ne connaissais pas mon texte. Puisque je me suis dit, je voyais plus ou moins ce que je devais dire. Je me suis dit, bon, je vais... Mais le problème, c'est que Nathalie, elle avait appris son texte, et donc elle n'arrivait plus à se faufiler dedans, quoi. Et dans SS 117 aussi, tu t'improvises ou... Non, là, j'ai très peu improvisé. Mais c'était marrant parce qu'il y avait Guillaume Schiffman, le chef opérateur. Voilà. Et il rigolait tout le temps dans les trucs. Donc c'était rigolo, on l'a fait et ça m'a mis vraiment en confiance, quoi. C'était la première fois que je tournais à Paris. C'était quand même un
micro-film. Et là, j'ai commencé à improviser, mais vu qu'il y avait tout le plateau qui rigolait, ça m'a mis très fort à l'aise. Et puis, je me rappelle Michel Hazanavicius qui me montrait des rushs de ce qu'ils avaient fait. Moi, je n'avais même pas lu le scénario. Il me montrait les rushs, je regardais à côté, je n'avais rien à foutre. Moi, je me suis dit, il faut juste que je fasse mon texte, quoi. Adieu, grand-mère. Ça a pris Joe, malin. Qu'est-ce que c'est ce bordel ici? Pour moi, il y a le canon qui est quelque chose qui obstrue dans le canon. C'est coincé, Sidi. C'est coincé, Sidi, c'est coincé, Sidi. Je vois bien que c'est coincé. Pour un crétin ou quoi? Si on parle de 2 minutes de la délicatesse, donc l'adaptation est réalisée aussi par Fokinos, que tu as tourné il y a quelques années avec Audrey Tautou. Comment s'est passée cette rencontre assez improbable entre toi et elle? Là, en l'occurrence, tu vois, je veux dire, c'était un film, donc c'était une histoire figée. C'était une actrice qui connaît son texte, donc j'ai fait l'effort de connaître mon texte. Et là, vu que l'histoire était assez mouvante, parce qu'il y avait un début et une fin qui avait un vrai chemin, je ne me suis pas senti obligé d'improviser. Ça s'est fait assez classiquement, quoi. Je veux dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Ouais. Sincèrement, c'était une des premières fois où je jouais avec une actrice qui était assez carrée, qui savait ce qu'elle voulait. Et c'était aussi un petit challenge de la suivre dans son truc. C'est elle qui mettait le tempo et puis moi je suivais derrière. De toute façon, le personnage suivait un peu, était un suiveur. Je voulais savoir pourquoi vous m'avez embrassé hier. Vous embrassez? Oui, écoutez, je sais pas ce qui m'a pris. Et mon geste envers vous était parfaitement inapproprié. Vous parlez comme une américaine. J'adore vos cheveux. Je pourrais partir en vacances dans vos cheveux. Est-ce que tu cherches des défis aussi d'acteur maintenant? Si je lis un scénario que j'ai l'impression d'avoir déjà fait ou qui me paraît facile à faire, il m'intéresse pas. J'ai l'impression que le film est déjà fait, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc ici, je cherche plutôt... ce qui m'occupe quand je lis un scénario, s'il me fait peur et que l'histoire me parle, c'est plutôt vers ça que j'ai envie d'aller. Après, que ce soit une comédie ou un drame... Ce que je trouve intéressant, que ce soit pour Benoît, pour François ou pour d'autres de nos grands acteurs belges, Olivier et autres, c'est que, et c'est le paradoxe du truc, c'est qu'il y a une espèce d'humilité dans la manière d'aborder les choses. C'est qu'il y a le respect, on l'a entendu par François, du metteur en scène, du réalisateur, etc. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en faisant les choix entre ce truc-là et l'autre, en fait, tu décides de ce qu'il faut faire au cinéma ou pas. Hey, t'arrêtes tes conneries. Welcome Home est un récit d'initiation. 2 amis d'enfance en fuite. Lucas, immature, trouve en Berthe un grand frère, un guide, qui va le mener au bord de la catastrophe. Un film réalisé par Philippe de Pierrepont avec Martin Nissen, déjà fugueur dans Les Géants de Bully-Lanners. Ferme ta gueule! Laisse tomber, viens! On va où maintenant? Inspiré du roman de Dimitri Verhulst, auteur de La merditude des choses, Problemski Hotel raconte le basculement de plusieurs vies. Des personnages nés dans des régions en guerre et propulsés dans l'absurdité kafkaïenne des centres d'accueil. If the spouses have lived together in Belgium for at least 6 months and for as long as the cohabitation continues on Belgian soil, acquires Belgian nationality by declaration. Pourquoi tu t'entêtes? Tu n'y arriveras pas toute seule, hein? Je suis là. Je t'aime beaucoup, Paul, mais là, avec tous les ennuis que j'ai, je vais pas encore en plus me coller un mec sur le dos. Et puis ce mois-ci, Virginie Efira se dédouble. Elle est Louise, agricultrice dans Le goût des merveilles, et Marie, convalescente d'une blessure amoureuse dans Et ta sœur de Marion Vernou. Toi, t'es sa sœur, moi, je suis son meilleur ami. T'étais moins coincé hier soir. J'ai souri. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Enfin, tu vas pouvoir avoir un enfant. Ouais. Tu aimes bien Pierrick? Pourquoi? Parce que je crois que je suis amoureuse de lui.
Court-Métrage. Fini le temps des best-of. Place à du 100% inédit. Compétition nationale et internationale, le festival Court-Métrage se déroule du 13 au 16 janvier au Riche-Clair. Réservation recommandée et infos sur le site courtmétrage.net. Ensuite a tourné cette fois la 6e édition du Ramdam Festival. Le festival du film qui dérange se déroulera du 18 au 26 janvier 2016. Toutes les infos sur ramdamfestival.be. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Ça rend à la con, j'ai dit merci pour Patrick. Non, mais c'est toi surtout. Ah, bah, pardon, c'était pour toi. Merci. Non. Ça a été un plaisir de vous recevoir tous les deux. Où ça termine mal. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir tous les deux, vraiment. Merci Fabrice. Merci. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée, bon cinéma et meilleurs vœux.